Bonjour à tous. Voilà, nous sommes très contents aussi aujourd'hui chez Spentis de vous accueillir pour notre premier webinaire où nous avons l'honneur, si je puis dire, d'accueillir Rémi Bonjour à qui nous vient, tous. Bonjour. voilà, qui nous vient tout droit de Genève, de Suisse. Voilà, pour vous expliquer un peu le programme. Aujourd'hui, du coup, voilà, je m'appelle Louis-Philippe Rose, je suis le cofondateur et le CEO de Spentis. Chez Spentis, voilà, on essaye d'offrir une solution pour permettre aux orthésistes, bandagistes, de faire en sorte d'introduire les technologies 3D chez eux. Et puis, nous avons Rémi. Rémi, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et dire quelques mots te concernant? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, Rémi Giglio, je suis technicien orthopédiste chez Giglio Orthopédie à Genève. Je suis dans le métier depuis bien les années 2000. Donc, je suis de ce siècle. Ok. Ça, Et comment ça va maintenant à Genève avec toute cette crise que vous traversez là, avec le Covid-19? Alors, nous avons de la chance en Suisse, hein, la courbe redescend, il y a de moins en moins de cas, ça c'est une bonne chose. Très bonne chose. Oui, effectivement, heureusement, au sein de l'entreprise, ben, nous, les techniciens orthopédistes, botteurs orthopédistes, avons eu de la chance car nous faisons partie de ces professions qui fournissons des moyens auxiliaires et qui avons pu garder une activité. Alors nous, dans l'entreprise, tout ce qui était maladie, qu'il n'y avait pas de notion d'urgence, nous avons arrêté, nous avons fermé nos succursales, uniquement répondu aux demandes des hôpitaux. Et ce temps un petit peu à part nous a permis de développer un chouette projet qui était un masque Ok. réutilisable, lavable, avec un concept de filtre. On change de filtre. Et on a fait une production modeste hein, de 1000 masques. 1000 masques, wow. 1000 masques, ouais, mais chaque sachet avait 10 filtres et Ok. additionnés, multipliés. Donc une durée de vie quand même assez longue. Assez longue. Et en fait, on a fait l'équivalent de 10 000 masques jetables. Bah, félicitations. Et vous avez distribué ça où? Alors, on a offert ça à nos patients, Wow. on a offert ça au grand public. Ce qu'on demandait en contrepartie, c'était 10 francs. 10 francs que nous avons ensuite reversés à la fondation DHUG, hein, Fondation pour la recherche. Donc, nous avons réussi à récolter 10 000 francs. Et donc on parle bien de francs suisses, hein? De francs suisses, exactement. C'est quelque chose que nous avons offert. Hein, c'est un investissement que nous avons fait pour la collectivité de plus de 25 000 francs quand même. Félicitations, je n'étais pas au courant de ça, mais je salue cette initiative. Merci. C'est bien amusé. J'imagine que ça devait. Mais donc vous avez toujours pu voir vos patients en tant qu'orthésiste, vous avez toujours pu consulter les patients, est-ce qu'il y a eu des aménagements spécifiques peut-être? Non, donc dans la mesure du possible, les distances sociales devaient être respectées. Le patient avait un masque, nous avions également un masque. Nous portions des gants, des petites blouses jetables, hein, les fameuses blouses vertes qu'il faut ressembler à des martiens, comme ça. Ça n'avait pas d'allure. Et oui. Mais c'est vrai que tous les cas qui n'étaient pas urgents, on a mis de côté, on a pris les rendez-vous, on a pris que les fractures, les traumas, hein, car la vie continuait hein, malgré cet arrêt de notre société. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à rentrer dans la room. On a des collègues à vous de Belgique, principalement aussi, je vois, de chez Boot. Onze collega's van Noorden van het Land, comme on dit chez nous en néerlandais. On a aussi des étudiants orthésistes qui nous viennent, des étudiants francophones et néerlandophones qui sont présents, des étudiants de la haute école de Thomas More et aussi la haute école ici à Forêt, à côté de nos bureaux, pas très loin. Et on a des collègues, pas mal de collègues à vous qui nous viennent de Belgique, de France et de Suisse. On les salue. On les salue et on va commencer. Donc, petite information à l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Un enregistrement sera disponible après le webinaire qui vous sera envoyé avec des sous-titres in het Nederlands and also in English. Comme ça, vous allez aussi pouvoir, voilà, on va vous traduire tout ça, comme ça, vous allez aussi pouvoir consulter ça après. Donc, là, ce qu'on va commencer, on s'est déjà rapidement introduit, moi-même et Rémi. Puis, on va commencer à poser quelques questions à Rémi. Comment ça se fait qu'il s'est intéressé au 3D? Comment est-ce qu'il l'utilise aujourd'hui dans son atelier?
dans sa pratique journalière d'orthésiste. Et après ça, on va faire en sorte aussi qu'il y ait une certaine interaction avec le public aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat qui est donc à droite de votre écran. J'essaierai de prendre des questions, de les poser à Rémi. Comme ça, on aura une session qui sera interactive et qui vous permettra à vous aussi, le public, d'interagir avec nous. Et après, on finira par quelques mots sur Spentis et une petite surprise aussi pour l'ensemble des orthésistes qui nous écoutent. Donc, Rémi, est-ce que tu peux du coup en dire quelques mots sur toi, sur ta pratique, sur ton atelier, où est-ce que tu es localisé, sur quelle spécialité, est-ce que tu te focalises, quel membre du corps, si je peux dire ça. Alors, donc, notre entreprise Giglio Orthopédie SA est basée à Genève. Notre centre social qui est basé dans ce canton. Nous avons d'autres succursales qui sont à Nyon, à Fribourg et à Neuchâtel. Nous couvrons tout le spectre de la technique orthopédique, c'est-à-dire de la chaise roulante, aux orthèses, aux prothèses, à la podologie, également, on a tendance à oublier, mais la compression pour les patients souffrant de lymphœdème, par exemple. Ok. Effectivement, nous sommes un petit peu j'aime bien vulgariser mon métier, excusez-moi, chers collègues, nous sommes un petit peu les mécaniciens du corps, hein, comme ça. Les mécaniciens du corps, c'est très beau, moi je trouve ça très beau. Merci. Et donc, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale. Notre papa l'a fondée il y a de cela 40 ans. À présent, il a pris sa retraite. Et je suis associé avec mon frère et 3 autres associés. Nous avons repris donc la suite de l'entreprise, chacun ayant des secteurs bien définis. Les miens sont la recherche et développement, la podologie, la lymphologie, tout ce qui concerne la compression, hein, et la vente. Ça, ce sont mes 10 casters. Voilà, ce sont vos centres d'expertise. Et donc, nous allons commencer. Nous allons commencer avec des questions parce qu'on en a quelques-unes. On est très intéressés, on est très curieux aujourd'hui. Et donc, la première question qui nous est venue chez Spentis, nous qui sommes qui essayons de rendre accessibles ces technologies aux orthésistes, la première question qui nous est venue, c'est comment est-ce que vous, indépendamment de votre pratique journalière, vous êtes posé la question à commencer à utiliser les technologies 3D et pourquoi aussi? Pourquoi utiliser ces technologies 3D? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? L'innovation est une culture d'entreprise chez nous. Mon père a investi il y a de cela 30 ans dans la première CNC dédiée à l'orthopédie. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie toujours. Il y a déjà 30 ans. Déjà 30 ans, ouais, cette fameuse grosse CNC qui fonctionne encore, hein, d'ailleurs, qui j'espère sera remplacée par nos imprimantes. Et cette idée, au fait, d'innovation nous a poussé en 2013 à participer au Fab Lab de Neuchâtel, à un atelier de montage d'une imprimante Ultimaker, celle d'ailleurs que vous utilisez, sauf que c'était la première encore en bois, en MDF. Ah oui, en MDF, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les différents dérivés du bois. Et très rapidement, nous nous sommes rendus compte que cette technologie, cette méthode de fabrication par dépôt de fil, hein, elle était très intéressante pour notre profession. Et c'est pour ça qu'on s'est penché déjà depuis 2013 à la fabrication additive. Donc, ça fait quand même, il y a déjà 7 ans. On est en 2020, le temps passe vite. Oui. Et donc, le Fab Lab de Neuchâtel, c'est ça qui a planté la graine, entre guillemets, du 3D chez vous, c'est ça? C'est ça, de la fabrication additive, exactement. Ouais. Ouais, c'est depuis ce jour-là, en sachant que on a bénéficié au fait des brevets qui sont rentrés dans le domaine public pour une accessibilité beaucoup plus aisée de la technologie de dépôt de fil. Hein. Oui. Vraiment, ça a été le but de ces Fab Labs. Et vous avez directement vu le potentiel pour chez vous. Tout de suite. Ouais, tout de suite. Pour la petite histoire, et c'est une chose que mon papa aime bien nous rappeler, comme ça, les papas sont peut-être un peu comme ça. Comme ça.
pincé. Oui, mon fils, lorsque j'étais il y a 25 ans à Chicago, dans l'école d'orthopédie, il y avait déjà une machine de stéréolithographie, donc c'est Ok, le bain de résine. tout Il à fait. ne l'utilisait pas car l'outil logiciel n'était pas au point. Voilà. Ok, je comprends, je comprends. Et donc, quelles sont les applications concrètes que vous avez développées ou que vous développez aujourd'hui au sein de votre pratique? Donc, l'application la plus successful, c'est le casque de plagiocéphalie. Hein. Ok, Ça, c'est vraiment le top du top, car l'avantage de ce produit, c'est qu'il n'y a pas de contrainte mécanique dessus. Et le dépôt de fil est le procédé le plus juste par rapport à ça. ok, Quand on a commencé, on a, je pense, comme peut-être d'autres, essayé de faire des pièces grosses, compliquées. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas forcément une très bonne idée de commencer par ça. Et c'est vrai que ce produit est le plus facile, on va dire, pour commencer la fabrication additive. donc, disons que vous avez commencé par quelque chose qui était peut-être un peu moins complexe pour faciliter l'intégration de la technologie, si je comprends Oui, bien. oui, oui, c'est exactement ça. Hein. Car peut-être qu'on reviendra de ça plus tard, mais je vais faire une petite parenthèse. Fabriquer des objets en 3D, ce n'est pas juste scanner, faire un petit moule dans un logiciel quelconque et appuyer sur le bouton Start. C'est bien, bien plus complexe que ça. Et peut-être qu'on y reviendra plus tard Tout à fait, on y dans le reviendra. Et c'est pour ça aussi, si je peux me permettre, que Spentis est là, c'est pour faciliter ce processus-là. c'est Si ça. je... Et donc, concernant votre expérience, Rémi, Oui. euh, quels sont aujourd'hui les plus gros avantages de la technologie 3D à vos yeux et aussi aux yeux de vos collègues? Alors, il y a énormément d'avantages. Je vais vous en citer quelques-uns, hein, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Le premier, c'est quand vous avez un appareillage, vous pouvez gérer beaucoup plus aisément la gestion des épaisseurs. Des endroits où il doit y avoir un renfort, là, vous allez plus de matériel, et un endroit qui doit laisser passer peut-être le haut vent costal, hein, afin de faciliter la respiration du patient, on va pouvoir faire quelque chose de très très fin. On peut créer donc des zones de renfort plus ou moins rigides. Euh, Quand on parle de fabrication additive, là, je vais surtout parler de dépôt de fil, hein, ce Oui, fil qui est extrudé. Hein. la technologie FDM, hein, c'est ça, hein, c'est comme ça. Exactement. Hein, je ne parlerai Ouais, pas de SLS ou de SLA ouais, c'est ça. ou de MJF, hein, vraiment le dépôt de fil. Donc, ça donne un produit qui n'est pas isotrope, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une densité égale partout et on peut gérer ces épaisseurs et donner de la légèreté à un produit qui sera thermoformé, drapé sur un moule où on aura 4 mm partout ou 5 mm partout. Et l'intérêt de cette technique, c'est qu'on va s'inspirer de l'os humain. Hein. Ok, Il y a des structures. Hein. Si on prend une coupe, par exemple, du fémur, hein, au niveau ok. de l'articulation proximale, on peut voir qu'il y a comme ces arches de cathédrale. Hein. Et on peut faire la même chose avec la fabrication additive. Et ça, c'est très innovant. C'est C'est très vraiment beau. Ouais. très innovant. Une dernière, encore une autre, il y a une meilleure gestion des déchets. Hein. The better waste management. J'ai appris ce Voilà. que ça veut dire waste. Excusez-moi si je ne parle pas très bien anglais. Non, pas de souci. Une meilleure gestion des déchets, c'est-à-dire qu'on va imprimer juste ce dont on a besoin. Lorsque vous thermoformez, drapez un corset sur un moule, mes pauvres amis, je pense que mes collègues, mes confrères orthopédistes le savent, hein, orthopédistes le savent, mais du déchet, mais à plus savoir qu'en faire. En plus de ça, vous avez le moule qui a été fraisé dans un bloc de mousse. Non, fabrication additive, gestion des déchets, c'est magique. Et puis peut-être un dernier pour le fun. On peut faire des pièces qui ont ce qu'on appelle des voronoi, hein, des ouvertures qui ne sont pas réalisables autrement que par addition de matière, par fabrication additive. Typiquement, les orthèses que vous proposez, les fabriquer d'une autre façon par drapage, ce n'est pas possible.
Hein, ces magnifiques ouvertures que vos orthèses ont, qui font un petit peu votre marque de fabrique. Et ça, c'est un plus. Seule la fabrication additive peut le faire. C'est vrai. D'une seule. Sinon, vous prenez votre pièce, vous allez prendre votre scie sauteuse et puis faire chaque trou et puis avoir un résultat catastrophique. Voilà. Et ça, effectivement, donc ça donne des nouveaux niveaux de créativité, si je peux résumer ça comme ça. Et au niveau j'aimerais bien revenir à l'aspect déchets, parce que ça, c'était quand même assez intéressant. Donc, par exemple, là, est-ce que quand vous travaillez pas encore avec le 3D, qu'est-ce que vous faisiez de tous ces moules, en fait? Ce qu'on faisait avec ces moules? Ouais. Qu'est-ce que, on ne va pas dire de bêtises. Bah, simplement, on les brûlait. Hein. D'ailleurs, la déchetterie du canton de Genève était, on l'a su plus tard, très content de recevoir nos morceaux de plastique, car ça brûle très bien. C'est un excellent combustible. C'est un excellent combustible. Je ne pense pas que les papillons et les oiseaux soient très contents avec ceci. Mais voilà, donc c'est vrai que la fabrication additive telle qu'on peut l'apporter aujourd'hui est un sacré plus pour l'environnement. Et c'est vrai que c'est une idée de faire de plus en plus de produits avec ce procédé. Ouais. Et au niveau des matériaux là que vous utilisez, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les types de matériaux, sur les flexibilités et rigidités? Parce que je présume que chaque matériau a des propriétés qui sont uniques. Donc, fabrication additive des pots de fil, les matériaux qui vont être utilisés sont des thermoplastiques. Okay. Les matériaux qui sont utilisés pour, par exemple, un procédé tel que le SLA, donc le liquide de résine, un produit que vous proposez également, en DLP d'ailleurs, très beau produit, c'est ça. Se dit en passant. Ça, c'est un thermodurcissable. Thermodurcissable. Donc, nous allons utiliser en dépôt de fil un thermoplastique. Thermoplastique, on va avoir donc du PLA, on va avoir de l'ABS, on va avoir du nylon, on commence à utiliser le polypropylène. Vous avez aussi différents TPU, des TPE. Et en fait, TPU, c'est très flexible, c'est ça? C'est très flexible, donc ça va se calculer en dureté Shore. Attention à l'échelle, vous avez la dureté Shore A ou la dureté Shore D. Il ne faut pas se faire avoir, c'est pas la même chose. Je vous invite à aller demander à Google, qui fera un plaisir de vous répondre. Et sûrement que Wikipédia est très avancé là-dedans. Enfin bref. Donc oui, vous avez différentes duretés. On a fait des corsets avec du TPU, mais la flexibilité est trop importante. Donc on va plutôt faire d'autres pièces avec ces différents thermoplastiques. L'idée, au fait, c'est de choisir le bon plastique pour le bon appareillage qui aura certains types de contraintes, certaines contraintes. Ok. C'est un petit peu là le challenge, et beaucoup d'autres recherches se font en interne par rapport au test des matériaux. Donc c'est en fonction de la pathologie, en fait, vous allez, ou de ce que requiert la pathologie, vous allez déterminer quel type de plastique est le plus correct. Alors, la pathologie va déterminer, en fait, une forme, un design. D'accord? Okay. Ce design va automatiquement avoir des contraintes. Et ces contraintes, nous devons les calculer pour choisir le meilleur matériel. Si vous prenez les contraintes d'un corset, ce ne sera pas les mêmes que les contraintes d'un casque pour une plagiocéphalie. Les contraintes pour une orthèse plantaire ou pour une orthèse de genou, ce ne sera pas non plus la même chose. En fonction du matériel, les modifications qu'on va devoir faire sur le produit, on va devoir également travailler différemment ces différents thermoplastiques. Donc, c'est plus le design qui va donner après, il y a aussi la contrainte physique, mais plus le design qui va donner, en fait, quel matériel on va devoir prendre. Je comprends. Et donc, ici, on a une question du public qui nous vient de Michael Bonne. Est-ce que vous croyez que cette technologie, alors, pourrait ouvrir la marche des endoprothèses vers les orthoprothésistes? Oui, absolument. Oui, c'est un oui affirmatif, ça. Oui, je pense absolument. Maintenant, si vous voulez bien faire des endoprothèses,
La difficulté avec la fabrication additive, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à avoir des caractéristiques qui sont équivalentes à de la fibre de carbone. Ok. La fibre de carbone reste encore, à l'heure actuelle, fine, rigide et légère. Et on peut déjà faire des prothèses, mais ça reste quand même des produits qui sont cassants. Et pour moi, le dépôt de fil, pour l'instant, ce qui existe, c'est pas adapté. J'aurais plutôt tendance à suggérer de travailler avec soit du MJF, soit du SLS. Et donc, vous pouvez juste rapidement introduire ce que c'est du MJF et du SLS, Alors, cette technologie à base de poudre. Exactement, voilà. Donc le SLS, c'est Selecting Laser Sintering. Vous avez un bac, de la poudre, poudre de nylon, poudre de polypropylène. Vous avez un laser qui balaye la surface pour solidifier la partie qu'elle touche. Et couche par couche, micron par micron, vous avez votre pièce qui est fabriquée en fait dans ce gros bac de poudre. Le MJF est la technologie, et peut-être vous avez tous vu ces fabuleuses machines de chez HP. C'est énorme. Énorme, ça, il faut une pub du tonnerre là-dessus, qui utilise en fait une solution de contraste et une solution de fusioning, deux agents qui permettent le contraste de faire en sorte que il n'y a pas de polymérisation là où le laser touche la poudre, et l'agent de fusion qui permet une meilleure fusion en fait des couches. C'est vraiment Et donc c'est un peu plus rapide que le SLS, c'est ça? C'est plus rapide. Il y a des avantages. Les deux ont de grands avantages. Les derniers modèles de HP vont pouvoir intégrer de la couleur en externe. Imaginez les magnifiques produits qu'on va pouvoir faire. Ça ne nous fait que rêver. On se réjouit de pouvoir faire nos tests et puis travailler tout ça. Ouais. Je vois que vous êtes très créatif. Du coup, ça, effectivement, ça doit vous faire rêver énormément pour designer des nouveaux produits. Oh oui, l'innovation. L'innovation, effectivement. Donc, il y a 3 catégories de technologies. Donc, il y a le dépôt de filament, donc que vous utilisez principalement. Puis il y a la technologie à base de poudre, et puis il y a la technologie plutôt SLA DLP qui est à base de résine, c'est ça? C'est les 3 plus importants. Il y en a d'autres. Il y a aussi tout ce qui est fusion de métal. Et il y a aussi les machines de stratoconception qui vont découper des pièces par couche. Mais par contre, ça va plutôt être des planches en bois, des planches en carton. C'est une technique qui est utilisée pour tout ce qui est emballage. Emballage, ok. Et donc on va aller bien au courant de toutes ces technologies. Et vous, Rémi, comment est-ce que vous envisagez l'industrie des orthésistes, bandagistes, orthésistes, prothésistes dans 5 à 10 ans? Qu'est-ce qui, pour vous, va changer? Qu'est-ce qui va changer? Alors, je pense qu'à court terme, pas grand-chose. Pourquoi? Nous sommes une profession où nous aimons toucher. Nous aimons prendre le moignon du patient, prendre la main du patient et puis comprendre où sont les points d'appui, comprendre où sont les zones osseuses. Et c'est toute une nouvelle manière d'appréhender au fait l'appareillage que de se mettre à la fabrication additive. Ça va prendre du temps. Ça fait déjà depuis 2013 qu'on s'est intéressé à cette technologie. Ça avance gentiment, même dans notre entreprise, ça avance quand même gentiment, et on voit que ça fait 2 ans maintenant que les grands, comme l'entreprise Vorum, qui fournit des logiciels 3D, ou l'entreprise Redin également, ont vraiment poussé dans cette fabrication. Je pense que d'ici 5 ans, la grande avancée qu'il va y avoir va être au niveau des logiciels. Les logiciels qui sont en fait accessibles actuellement sont des logiciels pour les ingénieurs. Voilà. Okay. Et l'autre logiciel, qui va être le logiciel métier, qui va être la rectification, mais toujours dans l'idée de fraiser un bloc de mousse. Et il y a un pont qui doit être fait entre le côté créatif du technicien orthopédiste et le côté cartésien
de l'ingénieur. Et je crois que ces deux grands qui sont sur le marché, Rodin 4D et Vorum, vont faire de grandes avancées et créer un logiciel qui fera un pont entre les deux. Ça, j'y crois. Donc, ce sera surtout au niveau logiciel qui va y avoir une évolution, à mon avis. Ensuite, une autre chose, les machines, que ce soit des machines de dépôt de fil, que ce soit des machines SLA, SLS, sont beaucoup plus accessibles. Beaucoup plus accessible. Ça a 15 ans en arrière, c'était un demi-million, hein, une jolie machine comme ça. Maintenant, on en trouve chez Formlab, par exemple, une petite machine qui fait du SLS pour, si je me souviens bien, 10 ou 12 000 euros. Ouais. J'ai entendu ça aussi, c'est effectivement, ça devient de plus en plus abordable parce que comme vous le dites, il y a quelques années, c'était incroyable. Le prix d'investissement, c'est pas possible d'amortir ça. Et donc c'est l'autre aspect. Donc vous pensez qu'il va y avoir un développement au niveau des logiciels et un autre axe, c'est le développement hardware, comme on dit, c'est ça, des machines. Et des machines et également une grande poussée qui va être faite sur les matériaux. Mais c'est vrai que dès le moment qu'on va parler de matériaux techniques et une gestion qu'on ne sait pas encore faire, alors qu'on est en train de faire en interne, c'est tous ces fils qu'on utilise sont extrêmement sensibles à l'humidité. Donc, si j'ai des collègues qui utilisent la fabrication additive et qui remarquent avec certains fils qu'ils utilisent, il y a des mauvais résultats comme des bulles, il faut à tout prix sécher votre fil et le conditionner avec un vide d'air. Ça, c'est très, 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 très important. Ça, sinon, la qualité n'y est pas après. Absolument pas. Vous avez des résultats catastrophiques. Et on a mis du temps avant de comprendre en fait cette problématique. Donc, il y aura aussi au niveau du matériel des grandes avancées, mais ces avancées devront également aller avec les machines, car ces matériaux techniques nécessitent d'avoir, on fait une image, vous avez un four et dedans vous mettez une imprimante. C'est vraiment ça. Hein. C'est complètement fermé. C'est plus ces machines qui sont ces imprimantes de bureau complètement ouvertes qui peuvent nous casser les oreilles. Tout à fait. Et donc on a une question du public de la part de Mélanie on parle d'avantages. Effectivement, on parle d'avantages, mais est-ce qu'il y a pour vous quand même quelques inconvénients concernant la technologie 3D? Et quelles sont les principales barrières que vous rencontrez à l'implémentation? Ça, on y reviendra peut-être après une question ultérieure. Mais la première partie de la question, est-ce que vous voyez des inconvénients? Merci, j'adore cette question. Oui, il y a plein d'inconvénients. Il y en a plein. Le premier inconvénient, c'est la peur de cette technologie. La peur de cette technologie. La peur de perdre le savoir-faire. Mais en fait, non. Si vous êtes doué, si vous avez du talent, il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette technique. La deuxième chose, c'est ce qui est complexe, c'est que vous ne travaillez pas une fois que le produit est fini. Vous ne rectifiez pas la même chose un produit qui a été fabriqué de manière additive qu'un corset. Un corset, vous avez un point d'appui sur le bras. Prenez votre corset, vous donnez un coup de meule. Je fais du bruit, je fais le bruit aussi pour ce qu'on. Non, mais c'est très bien, comme ça on se met en condition, on comprend. Il y a juste une machine, attendez, je me déplace. Donc, on peut pas travailler le matériel. Si votre découpe 3D n'est pas juste, c'est difficile vous pouvez pas creuser dedans car le matériel est isotrope et vous allez tomber dans le remplissage en fait du matériel. La même chose si vous voulez le chauffer, car il y a un point d'appui qui est trop fort, vous ne pouvez pas le chauffer trop fort car vous allez déformer rapidement le matériel. Donc oui, il y a des inconvénients, ça c'est clair, mais ils sont tous surmontables. C'est une question de volonté, c'est une question d'être prêt à changer. Une autre chose, s'il vous plaît, si vous commencez avec la fabrication additive, ne commencez pas avec des produits qui sont compliqués. S'ils sont déjà compliqués par la méthode traditionnelle, ça ira pas mieux avec la fabrication additive. Ce n'est pas une méthode miracle. Ça, je veux le souligner, parce que souvent, oui, tu vois, j'ai ce patient, il a cette déformation, est-ce que tu peux faire quelque chose en 3D? Non, mais déjà de manière traditionnelle, c'est difficile. Tu crois quoi? Oui, je comprends tout à fait. Et donc par rapport à cette peur, donc vous remarquez que dans l'industrie actuellement, il y a une peur d'essayer le 3D parce il y a des craintes.
il y a la crainte de perdre de savoir-faire, absolument. Ok, Il y a aussi le fait d'une manque, enfin d'un manque de formation. Euh, ok. pour l'instant, en tout cas, c'est le cas chez nous en Suisse et nous allons y remédier. On ne forme pas nos apprentis sur les nouvelles technologies. Et nous allons organiser pour l'année prochaine un cours inter-entreprise où nous allons traiter de cette formidable technologie. Donc, il y a aussi une méconnaissance de ça. Donc, le but, c'est essayer de témoigner de votre expérience Oui, pour, pour former aussi vos collègues. non, tout à fait, c'est important. Si on veut pouvoir faire plus de fabrication additive, il faut un partage doit être fait, un partage de connaissances. C'est évident. Oui, ça je comprends tout à fait. Effectivement, je crois que ça doit rentrer dans une dynamique de partage et de collaboration, surtout si vous avez depuis 2013 construit une expertise dans ce domaine-là. Et donc après, on va passer du coup à la prochaine question, qui est un peu en lien avec la deuxième partie de la question de Mélanie. C'est par rapport aux obstacles de mise en œuvre des technologies 3D. Pourquoi est-ce que certains collègues, donc on a parlé de la crainte de perte de savoir-faire, est-ce que vous voyez d'autres aspects aussi qui sont des freins à la mise en place de cette technologie par vos collègues? Euh, oui, absolument. Donc nous avons l'habitude de prendre nos mesures avec des bandes plâtrées. Euh, c'est agréable de prendre des bandes plâtrées. C'est gluant, c'est chaud, mais c'est tout. Après, vous en mettez partout. Ça bouche la machine à laver en plus. Ah, je ne savais pas, vous m'apprenez quelque chose. Peut-être que c'est une expérience partagée. S'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires. C'est terrible. Non, alors effectivement, c'est vrai que lorsqu'on fait un moulage plâtré, on contrôle au fait, on fait un moulage orienté, hein. Tandis que lorsqu'on va scanner, ben, en fait, vous ne touchez pas le patient. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à réaliser de manière virtuelle. Ça, c'est déjà première barrière. C'est waouh, comment est-ce que je fais pour, j'ai ce produit-là, enfin, j'ai ce pied, ce bras, qui a une drôle de forme que je dois corriger, que j'ai pas pu, au fait, orienter, chose que j'aurais pu faire avec le plâtre. Il y a des solutions qui existent. On peut très bien faire une empreinte avec du scotch cast et ensuite scanner, en fait, le scotch cast, c'est une solution. La deuxième chose, c'est que on va rectifier, hein, bêtement, on va prendre notre plâtre donc on va avoir notre positif, on va rectifier tout ça. Le faire de manière virtuelle, aussi, c'est difficile parce que vous savez pas trop, ok, vous rajoutez tant de matière, mais vous n'êtes pas sûr de ça. Il y a plus cette préhension, comme j'avais dit auparavant, on est bien touché de Bédistan, on veut toucher, on est créatif. Touché, oui, tout à fait. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez toujours revenir en arrière avec la manière, Excusez-moi. avec la manière virtuelle, hein. Ça veut dire que typiquement avec les casques pour plagiocéphalie, et c'est là où on a rencontré un grand succès, c'est que si votre modification n'est pas assez forte ou trop forte, hein, lors de la rectification, vous pouvez toujours revenir sur la forme initiale. Chose qui n'est pas possible lorsque vous avez fait le moulage plâtré de la tête de l'enfant. Déjà, rien que ça, c'est un grand moment de solitude pour la maman, pour l'enfant, pour vous. Vous transpirez comme c'est pas permis. Et en plus de ça, vous n'êtes pas sûr de vos mesures, parce que lorsque vous mettez vos bandes plâtrées, vous serrez un peu, pas beaucoup, trop. Bon. Et faire l'acquisition 3D d'une tête d'un enfant nous permet d'avoir réellement la bonne forme. Donc là, il y a une crainte, mais il y a aussi une assurance d'avoir la bonne mesure. Ok, donc c'est intéressant. Ça, c'est sûr. Donc, n'ayez pas peur, hein. Je pense que c'est vraiment une appréhension de l'outil informatique, hein. C'est ça, je crois que c'est effectivement une appréhension. Donc, on a une question qui vient de rentrer de la part de Michel Becca. La question de Michel, c'est au niveau des investissements financiers, qui soient autant financiers que humains. Donc, quel niveau d'investissement cela représente-t-il pour une entreprise qui voudrait se lancer dans la réalisation d'orthèses en impression 3D? Financier et humain. Donc, le premier investissement va être l'investissement dans les logiciels.
Ensuite, vous allez avoir un investissement dans le temps. La courbe d'apprentissage pour la fabrication additive, elle est longue. Elle est vraiment longue. Vous pouvez pas du jour au lendemain sortir des premières pièces et être satisfait du résultat. Et c'est vrai que là, l'avantage qu'offre Spentis, c'est déjà une expertise qui est intéressante, car tout le développement a déjà été fait en amont. Et si vous choisissez de faire par vos propres moyens, c'est un investissement long, voilà. Donc l'outil est déjà logiciel, c'est des licences qui sont souvent renouvelables par année. J'ai pas les prix en tête hélas, mais c'est pas 100 euros, hein, c'est un petit peu plus que ça. Ensuite, ben, vous avez la machine. Alors, ça sert à rien de commencer avec une machine, on va dire, industrielle. Hein. Vous trouvez des jolies machines à 2000 euros. Je vous conseille de garder un produit qui est fabriqué en Europe, là où vous vivez, car l'avantage de procéder ainsi, c'est que vous allez avoir un meilleur service. Peut-être que vous allez payer le produit plus cher, mais un meilleur service. J'ai eu le choix on a acheté une machine industrielle dernièrement. J'avais le choix entre une super machine hollandaise et une super machine française. Les deux étaient équivalentes, mais ce qui a fait que j'ai décidé de partir sur la machine française, c'est simplement la langue, et je savais que au moindre problème technique, question, j'allais avoir des réponses. Des réponses. Donc c'est le service qui vous a séduit là. En définitive, c'était le service, c'était la langue. Ouais, ouais. Acheter des machines chinoises, je dis pas qu'elles sont de mauvaise qualité, mais après vous êtes seul. Hein. Ouais, c'est ça. Et on a juste Google pour nous aider, quoi. Ouais, et YouTube, si vous avez un Pékin qui a fait un petit tuto sur comment changer mon moteur pas à pas. Voilà. Et vous avez combien de machines aujourd'hui dans votre atelier? On en a 12. Dans vos ateliers? 12. Oh. 12? 12 machines, c'est quand même un sacré nombre, ça. Et du coup, c'est tout du FDM, donc à base de filaments. Non, c'est du FDM et puis du SLA. Du FDM et SLA. Ouais, et donc, en termes de volume, est-ce qu'on peut vous demander combien d'appareillages, vous produisez avec ces machines sur base mensuelle ou sur base annuelle? Combien d'appareillages on fabrique? Grâce au 3D, oui. Oh là là, je pense qu'on en est à une cinquantaine par mois. Cinquantaine par mois, ah oui. Les appareillages. Et donc, ouais. C'est plus rapide que les méthodes traditionnelles ou? Pas du tout. Ok. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle, c'est que les machines ne travaillent pas les machines travaillent de 17h30 à 8h du matin. Ok, voilà. Ok. En fait, elles tournent la nuit. Elles tournent la nuit. Nous avons de la chance de ne pas avoir de voisins. Donc, lorsque vous avez « Ah, c'est long, la fabrication additive, c'est quand même 13 heures d'impression. » Je fais « Ouais, mais ton impression, tu l'annonces le soir. » Ouais, et voilà, et après, vous êtes devant votre TD et à votre aise, voilà. Et ça travaille. Et ça travaille. Ouais, ça travaille. Ok, oui, donc ça, c'est un gros avantage, effectivement. C'est le fait qu'il ne faut pas nécessairement être 24 sur 24 à côté de la machine, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et d'où l'intérêt d'avoir une machine qui est fabriquée dans la région, hein, en Europe, car vous allez avoir un meilleur, comment dire, la machine ne va pas tomber en panne, en fait, elle sera beaucoup plus fiable. Voilà. Il y a une fiabilité beaucoup plus forte. Donc ça, c'est un conseil que vous donnez aux gens. Absolument. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas acheter du prix. Je rigole pas, n'achetez pas du prix, hein, ça ne vaut pas la peine. Et donc là, c'est un peu la dernière question. Je crois qu'il va un peu résumer ce webinaire. Donc Rémi, quels sont les 3 gros défis que vous avez rencontrés lors de l'implémentation des technologies 3D chez vous? Et comment est-ce que les orthésistes qui aimeraient commencer avec le 3D peuvent les surmonter? Donc ça résume un peu les conversations, mais est-ce que vous pourriez, qu'on a eu avant, mais est-ce que vous pourriez recentrer ces réponses-là, s'il vous plaît? Alors, je pense que le premier, ça peut être trouver un appareillage idéal pour commencer à utiliser la fabrication additive. Dans vos ateliers, quel est votre marché? Qu'est-ce que vous faites que faites-vous le plus? Où est-ce que vous êtes le plus fort?
Et commencez déjà avec ces choses où vous êtes le plus fort, où vous avez une expertise qui vous est propre, qui font que les prescripteurs vous font confiance. Après, pour revenir à la question précédente, accepter que ça prenne du temps. Voilà, c'est long et la courbe d'apprentissage est quand même longue. Et le troisième point, c'est accepter de changer ses habitudes. De comprendre que le matériel ne se travaille pas comme un thermoplastique en polypropylène, polyéthylène, en basse densité ou une pièce en carbone. Voilà, ça c'est quelque chose ça c'est vraiment les 3 points. C'est trouver l'appareillage idéal, là où vous êtes fort, là où vous avez de l'expertise en tant que technicien orthopédiste. Accepter que la courbe d'apprentissage est longue et puis être prêt à changer d'habitude, les habitudes de l'équipe. Hein. Ça, c'est ça. Et est-ce que vous avez peut-être un mot de fin par rapport à un message pour vos collègues? Bien sûr. Oui, c'est sûr. Je veux dire, moi, je vous encourage tous à faire le pas de la fabrication additive. Je vous encourage tous à vous donner les moyens d'y arriver. N'ayez pas peur même le soir de continuer à regarder des tutos sur Internet, le week-end, de creuser. Il y a pas de miracle. Hein. Il faut être prêt à faire plus que ces heures de travail pour réussir à percer dedans. C'est une évidence. Mais vraiment, je vous encourage. Vraiment. Mais à la fin, du coup, de ces heures de travail, entre guillemets, supplémentaires, il y a quand même une lumière. Une satisfaction, c'est sûr, de dire que j'ai été capable de réaliser ce produit. Là, à aucun moment dans le webinaire, et je m'en veux de ne pas l'avoir mentionné, mais si on a fait ça, si on s'est mis à la fabrication additive, c'est parce que notre but commun à tous, c'est pas juste de se faire plaisir, mais le but commun que nous avons tous, et c'est pour ça que nous avons choisi cette profession, c'est le patient. On fait ce métier pour le patient. On fait ce métier car nous sommes convaincus que ce que nous fabriquons apporte réellement un bien. Ça fait du bien. Des patients qui ont le dos cassé, on peut leur fabriquer un corset et qui peuvent marcher et être en sécurité, mais c'est une satisfaction énorme. Une grand-maman qui vient chez vous, qui peut plus marcher car elle a une épine calcanéenne ou une dallalgie ou un névrome de Morton, et on lui confectionne une orthèse plantaire qui lui permet de nouveau marcher et puis de se balader. C'est un petit peu difficile en cette période de confinement, mais hors confinement, mais c'est une satisfaction énorme. Et c'est vrai que la fabrication additive vous permettra de fabriquer des pièces qui sont au plus près du patient, précises, et d'avoir aussi plus de sérénite, parce que vous savez que l'acquisition 3D que vous avez faite est juste. Mais il faut vraiment, j'aimerais terminer là-dessus, cette profession, on a fait pour nos patients. Et c'est ça notre moteur. C'est pas juste l'innovation. Le moteur, c'est le patient. Moi, je me lève tous les matins parce que je sais que je vais faire une différence dans la vie de quelqu'un. Voilà. Oui, c'est une très belle façon de terminer votre intervention, Rémi. Je crois qu'effectivement, c'est un très beau métier que vous faites et que le public est en train d'étudier ou fait. Parce qu'effectivement, je crois que c'est ce qui vous anime le plus, c'est le patient, c'est le bien-être de ce patient. Exactement. Mais Rémi, je tiens à vous remercier. Alors, on a une dernière question de Michel. Alors Michel vous remercie pour votre intervention, Rémi, et nous pose la question suivante. Seriez-vous éventuellement prêt à intervenir dans les écoles de formation d'orthopédistes près de chez vous, par exemple celle du côté de Lyon? Écoutez, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Prenez contact avec moi et puis oui, c'est faisable, bien sûr. Donc Michel qui nous écoute, on vous enverra, si Rémi bien sûr d'accord, vos coordonnées à Michel, comme ça, ça pourrait éventuellement inspirer des jeunes étudiants à faire le pas. Et on a aussi une question aussi en rapport avec la formation de la part de Mathilda Vanden Bogart qui pose la question: un conseil pour les enseignants pour ramener de jeunes orthoprothésistes en formation. Intéressez-vous déjà, vous, trouvez une machine, faites déjà vous vos expériences à la maison. Je pense que
l'apprentissage par l'exemple est le mieux, en fait. Je ne sais pas ce que vous avez au sein de votre école, hein, si vous avez déjà accès à des logiciels métiers, si vous avez déjà des imprimantes, si vous avez déjà des scanners. Mais déjà, il faut faire vos tests. Peut-être que si vous avez... Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut. Donc, s'approprier d'abord l'outil pour soi-même et puis aux étudiants. C'est ça le message principal. Ouais, c'est ça. Puis, vous pouvez aussi très bien, une fois, venir nous visiter, hein, si ça vous... Et on répète, vous êtes basé à Genève. Hein. Allez, Genève, ouais. Votre atelier principal à Genève. Notre centre administratif est à Genève. Notre centrale de fabrication est également à Genève. Et on a encore une question aussi. Vous parlez d'une 50aine de produits réalisés par impression 3D par mois. Quel pourcentage cela représente-t-il par rapport au reste de produits réalisés par des techniques traditionnelles? Donc ça, c'est la première partie de cette question. La deuxième partie, c'est pensez-vous pouvoir augmenter petit à petit ce pourcentage en augmentant le nombre de machines ou en améliorant le processus? Alors, pour répondre à la première question, je ne vais pas communiquer sur le chiffre, sur quel pourcentage ça. J'aime bien ces questions un petit peu taquines. Mais je ne communique pas sur la. Je comprends tout à fait. Ouais. Et puis l'autre question, la suite de la question. Est-ce que vous pensez que vous allez oui, ça va augmenter ou pas? Oui, absolument. On va augmenter. Pourquoi? Car les matériaux deviennent de plus en plus techniques et ont une résilience beaucoup plus élevée que ce qui est proposé actuellement. Et de plus, les machines qu'on utilise, la machine qu'on a achetée est beaucoup plus performante pour travailler ce genre de matériel. Donc oui, on est déjà en train d'augmenter nos produits fabriqués de manière additive. Absolument. Ça, oui, sans aucun doute. Maintenant, la fabrication additive ne va pas remplacer une sandalette en cuir, ne va pas renforcer une orthèse de genou qui doit être rigide en carbone, ne va pas remplacer des montants pour un court jambier en titane. Non, c'est un atout supplémentaire, c'est une méthode de fabrication en plus lorsque le carbone, les fibres composites sont arrivées dans votre métier, nous n'avons pas tout fait en carbone. Non, c'est juste quelque chose en plus. Ok, ouais, effectivement, c'est ça vient compléter en fait votre arsenal de production, si je peux utiliser ce mot-là, et offrir de nouvelles possibilités. Et on a une dernière question. Donc on voyait sur les slides que vous imprimez aussi des corsets. Combien de temps ça prend l'impression d'un corset? Si vous voulez bien répondre, c'est long. C'est long, mais attention, le temps, il faut pas négliger le temps d'impression hors des heures régulières de travail. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on lance ça le soir et puis et je veux dire, vous lancez, je veux dire, c'est une vingtaine d'heures quand même. Hein. C'est quand même une vingtaine d'heures. Ouais. On peut imprimer plus vite, mais si vous imprimez plus vite, vous allez péjorer de manière significative la qualité du produit. Donc, c'est vraiment une balance entre la qualité, la rapidité. Après, ça dépend de la taille du corset, la résolution du corset, mais il faut compter entre 15 et 20 heures. Ok. 15 et 20 heures. Est-ce que vous avez un mot ou quelque chose, un commentaire que vous voulez rajouter, un dernier message à faire passer à l'audience aujourd'hui? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de collègues qui s'intéressent à cette technologie. Je me sens moins seul. Merci. C'est le club des adeptes de la fabrication additive. Soit avec vous, chers collègues.
Mais super. Mais Rémi, je tiens personnellement et au nom de Spentis vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Ça a été très intéressant. J'ai appris des choses aujourd'hui et j'espère que c'est le cas du public aussi. Mais voilà, je présume qu'on aura encore l'occasion de se parler. Mais merci beaucoup. Moi, je vais passer personnellement maintenant à une petite introduction de Spentis un peu plus en détail. Et donc, si vous avez des commentaires, Rémi, n'hésitez pas. Mais donc, chez Spentis, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on va essayer entre guillemets de faciliter justement cette courbe d'apprentissage dont parlait Rémi. On va essayer voilà de faire le travail de recherche développement. On va essayer de le faire aussi une partie chez nous et de vous accompagner dans ce processus voilà d'intégration des technologies 3D au sein de votre atelier, au sein de votre pratique. Et donc avec des workflows qui vont être flexibles, vous allez pouvoir en fonction vraiment à la carte choisir de ce qui vous intéresse, que c'est plutôt le scan, la modélisation ou l'impression, ou prendre la totalité chez vous. On travaille avec des systèmes ouverts, donc n'importe quelle imprimante est compatible avec notre plateforme, n'importe quel scan est compatible avec notre plateforme, et on travaille aussi sur ces logiciels pour les rendre aussi, comme disait Rémi tout à l'heure, faire en sorte que vous allez pouvoir avoir cette sensation de toucher, cette sensation que vous allez pouvoir vraiment modéliser par vous-même de façon intuitive, comme si vous travailliez sur un moule en fait. Et tous ces workflows et tous ces workflows sont certifiés selon les normes européennes, selon la Medical Device Regulation, et sont basés sur les ISO 13485, pardon. Donc voilà, ça c'est Spentis. N'hésitez pas à nous envoyer un mail aussi. Vous allez recevoir bien sûr le transcript. Et aussi pour les orthésistes qui nous écoutent aujourd'hui, les bandagistes orthésistes, les CPOs, voilà, on va vous offrir aujourd'hui, vous allez recevoir un lien si vous le désirez. Voilà, une attelle partagée. Une attelle voilà imprimée en 3D en polypropylène ici en polypropylène. Voilà, ce sera pas basé sur votre scan, mais comme ça peut vous donner une idée de l'outil, de l'outil et de l'orthèse. Vous allez pouvoir la toucher, vous allez pouvoir jouer avec, comme on disait tantôt. Et il y aura aussi notre catalogue. Et voilà, n'hésitez pas à voilà, obtenir votre démo box, votre gift box, en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran. Voilà, je vais clôturer ce webinaire. Rémi, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre temps. Ça signifie énormément pour nous. Et c'est très agréable de vous voir aussi enthousiaste par rapport aux technologies 3D. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et j'espère que la situation pourra se stabiliser au mieux possible par rapport à la crise qu'on traverse actuellement. Pour nous tous, ouais. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, hein, et soyez solidaires. Super. Voilà, nous avons Alexia, Erwin et Mathilda qui vous remercient aussi, et je présume que aussi d'autres personnes sont aussi vous remercier aussi. Et voilà, je vous souhaite une belle après-midi et au plaisir. Bye.